Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de notre émission Culture au point, dont le thème aujourd'hui sera la culture et la Covid, sujet d'actualité. Depuis le mois d'octobre, vous savez que nous sommes à nouveau confinés, ce qui a engendré la fermeture des lieux de culture avec une réouverture potentielle au 7 janvier, mais cette date a été reportée. Alors plusieurs questions se posent. Comment ont travaillé ces lieux pendant le confinement? Comment les artistes ont vécu l'absence de public? Comment est vécu ce report de date de réouverture des lieux? Autant de questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse à travers des reportages, mais aussi par l'intervention de nos invités du jour. Nous avons le plaisir d'accueillir Éric Boclet. Vous êtes directeur du Trianon Transatlantique, qui est donc une salle de concert, mais c'est aussi plus que ça. Oui, bonjour. Alors, le Trianon, effectivement, est une salle de concert située à Sotteville-lès-Rouen. C'est une scène conventionnée d'intérêt national, chansons francophones, art et création. Voilà. Donc, à travers notre label art et création, donc, nous soutenons les artistes. On accueille des résidences. On mène bien évidemment un travail aussi conséquent pour les jeunes spectateurs notamment, avec un travail important dans les établissements scolaires. Donc un lieu très ouvert et varié par ses activités. Voilà. Cédric Boule, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Oui. C'est une façon de vous définir qui vous convient? Oui. Ça fait un peu officiel. C'est le nom qu'on donne aux gens qui écrivent eux-mêmes leurs chansons. Je précise que vous avez été aussi lauréat de plusieurs prix, dont le prix Pauline Julien en 2017, pour la prise de parole et l'engagement. Voilà. Sans transition, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque pendant la préparation de cette émission, l'actualité nous a rattrapés. Jeudi, étant donné qu'il y a eu le report de l'ouverture des lieux de culture, a été organisée une manifestation à Rouen qui réunissait tous les intermittents et plusieurs acteurs de la vie culturelle de la métropole. Je vous invite à écouter un micro-trottoir. Ce rassemblement permet déjà au monde culturel rouennais de se rassembler, de parler d'une même voix, parce qu'on est tous dans la même galère en ce moment, parce qu'on n'a pas de visibilité. Donc on attend du gouvernement qui nous ouvre des pistes, parce que là on est dans un tunnel où on ne voit vraiment pas le bout. Ça fait plaisir de voir qu'il y a un mouvement collectif et où les gens, peu importe leur fédération, leurs syndicats, leurs opinions et tout ça, puissent se réunir pour parler. On veut être professionnel de la culture, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. On sait très bien que là, pour le moment, on ne peut pas envoyer de demande de stage. L'idée, c'est de vivre de son travail et aussi d'arriver à rencontrer le public. Si ça ne peut pas se faire, ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est simplement vital, quoi. Si on ne travaille pas, on ne vit pas, quoi. On va perdre du monde. Il y a des gens qui se sont habitués à une autre forme d'aller voir des films, par exemple, en ce qui nous concerne. Les plateformes sont en train de se frotter les mains en ce moment. Je suis en partie pour toutes les initiatives pour continuer à survivre. Par contre, le but de la culture, c'est quand même de réunir des gens, d'aller voir un spectacle ensemble, que ce soit au théâtre ou au cinéma. On se dit aussi que les gens, toute la semaine, ils sont en visio, même s'ils sont en travail à distance. Est-ce que ça donne envie, le week-end, de se brancher pour un festival où tu n'as pas envie de déconnecter? On avait tous des protocoles sanitaires qui étaient extrêmement bien rodés, extrêmement rigoureux, reconnus par le Conseil d'État comme étant les plus sûrs. Et on nous explique qu'on est quand même des foyers de contamination alors que ça n'a jamais été prouvé. Donc il y a une espèce aussi de forme d'injustice. On n'est pas plus un foyer de contamination qu'une grande surface ou qu'un grand magasin. Malgré cela, alors qu'on diminuait les jauges, on était capable de pouvoir accueillir décemment le public, pas plus dangereusement qu'ailleurs, on est fermé. Il n'y a pas de raison. On n'est pas contre, bien sûr, le fait de sauver les gens, mais je pense qu'il faut laisser vivre la culture parce que c'est essentiel et surtout qu'on ne fait prendre aucun risque aux gens qui viennent nous voir. Le secteur du cinéma est assez fort, assez inventif, ingénieux pour faire revenir un public. Ça va peut-être demander du temps, c'est sûr, mais on va y arriver. Si la culture n'est pas là au rendez-vous pour nous faire évader un peu, on va devenir des schizophrènes. Donc en fait, tout le monde sort le parapluie, en commençant par le président qui fixe des règles. Les préfectures en rajoutent une couche, puis les maires en rajoutent une troisième couche, et nous, en bas de l'échelle, on ne fait plus rien et on meurt tranquillement. Les gens vont crever, pas du Covid, ils vont crever de ne plus avoir de vie sociale. De retour sur le plateau de Culture au point. Alors Boule, vous allez crever d'absence de lien social?
Oh, non, certainement pas crevé d'absence de linge social, mais on s'emmerde un peu, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que la vie, pour moi, ma vie sociale, elle est essentiellement quand je suis en tournée, je rencontre à la fois le public, les programmateurs, les gens qui travaillent dans les salles, et c'est l'aboutissement de notre travail, c'est d'aller à la rencontre aussi bien du public que des lieux de diffusion. Il se trouve que moi, en plus, j'habite à la campagne, je suis un peu paumé, donc c'est vrai que je me fais chier depuis 1 an, quoi. Mais je vais pas mourir d'emmerdement, hein, c'est sûr que j'essaye de m'occuper. Bon, je suis pas le seul à m'emmerder, on s'emmerde tous en ce moment, quoi. Est-ce que c'est quand même une période propice au développement de nouveaux projets? Est-ce que vous avez d'autant plus d'idées, que vous avez du temps pour ça? Bah, encore une fois, j'ai pas besoin de me faire chier pour avoir des idées, mais parce que j'en ai un peu tout le temps, c'est-à-dire... c'est peut-être même l'inverse. Pour avoir des idées, il faut avoir de la nourriture. S'il ne se passe jamais rien, on peut uniquement se fier à notre imagination. Mais je crois que l'imagination, elle se nourrit du réel. Donc il se trouve que là, je travaille sur un spectacle ou sur une création, en l'occurrence, où il y a un sujet qui est tout trouvé, mais c'est pas une évidence pour tout le monde, je pense. Alors, je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de Philippe Chameau, qui est directeur adjoint du CDN de la métropole. Un CDN, il y en a 38 en France, et c'est une maison de création de production, puisque c'est dirigé par un artiste, et c'est un théâtre également qui accueille des spectacles tout au long de l'année. Cette situation était assez inédite, puis qu'elle dure, et que là, on est face à des perspectives inconnues. Et entre la circulation d'un virus et d'une maladie, et entre des échéances que le gouvernement nous impose, qu'il décide unilatéralement. Et c'est un petit peu là aussi le sens de notre inconfort et notre désaccord avec le gouvernement, c'est que nous, toutes les mesures ont été prises, il a été avéré qu'il n'y avait aucun cluster qui s'était développé dans nos théâtres, donc pourquoi on serait encore obligé de fermer aujourd'hui? Je suis comme un boulanger qui fabrique un pas de pain. Et là, ça devient un petit peu schizophrénique comme situation. On se dit, mais à quoi on sert? Voilà. Et donc l'équipe, c'est un peu la question qu'elle se pose. On ne peut pas travailler. Sur quelle envie? Sur quels objectifs? Quel spectacle on va annuler, qu'on va devoir reporter? Quel spectacle on va pouvoir produire et créer, qu'on va pouvoir faire tourner? Là, on a trop d'inconnus. Alors, il est fait mention de décisions unilatérales. C'est bien le cas. C'est tel que vous ressentez les choses également? Du point de vue du gouvernement, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange. Lors de la première réouverture de la saison, on avait mis en place tout le protocole, les gestes barrières, la distanciation, etc. On le voit d'ailleurs dans d'autres pays européens, comme l'Espagne par exemple, qui a fait le choix là, de laisser les lieux de, oui, à Madrid, notamment. Spectacle, Madrid notamment, le lieu de spectacle ouvert. Et on trouve qu'il y a effectivement aussi une forme d'injustice, j'ai envie de dire, quand on voit que, y compris là dans la période des fêtes de Noël, les magasins, bien évidemment, sont restés ouverts, on les a vus bondés. Je ne parle même pas des transports en commun, du métro, etc. Donc on a ce sentiment, effectivement, que les décisions... et qu'on oublie un peu, on nous fait passer pour non essentiel, hein, c'était aussi notre revendication, alors que le lien social, tout véhiculé par la culture, est important. Justement, vous avez prononcé le mot qu'on entend souvent en ce moment, c'est essentiel. En quoi la culture est-elle essentielle ? Elle est essentielle à plusieurs titres, puisqu'avant tout, les êtres humains sont des êtres sociaux, et que l'interaction sociale, voilà, est l'essence même de la vie, de la vie humaine. Et que la culture, alors dans son acceptation d'ailleurs la plus large, est vecteur justement d'échanges, de liens, de la question de vivre ensemble, de ce qui fait société. Dès lors où l'individu se coupe de l'autre, il s'isole et on perd vraiment le sens. Alors pour revenir plus sur un autre aspect de votre fonction, outre l'aspect organisation artistique, il y a aussi l'aspect de la gestion du lieu, du Trianon, des personnels. Comment est-ce que vous arrivez à maintenir une motivation chez vos techniciens, chez vos secrétaires par exemple? Comment vous arrivez à maintenir des objectifs? Alors, comment motiver les troupes? Alors, la chance qu'on a quand même, c'est qu'on a pu, dès le mois de novembre, et l'annonce de l'annulation des spectacles, être très réactif. On avait un petit peu anticipé la situation. Donc on avait des créations qui étaient en cours, ou des demandes. D'ailleurs, Cédric est venu, c'était pas prévu, mais on a été très réactif pour travailler au plateau. Alors je vous propose maintenant de passer plutôt du point de vue des artistes et
de vous diffuser un reportage sur leur vécu à travers l'exemple de 3 artistes en résidence sur la métropole. Malgré la fermeture au public des lieux culturels, des artistes rouennais sont accueillis en résidence. Au CDN, le metteur en scène Marc Lenné travaille avec sa troupe sur sa prochaine pièce, Nostalgia Express. Dans une autre salle du CDN, le collectif Chiendent écrit et compose des tableaux pour une future pièce. Gul Solo, quant à lui, prépare sa prochaine scène dans la salle de concert du Trianon. Nous nous valons tous. Les cœurs sont les mêmes. Et ce qui change surtout, c'est qu'on répète un peu dans le vide. Enfin, c'est jamais vraiment dans le vide. Parce que d'une part, on aime ce qu'on fait. Normalement, on travaille avec des buts, des objectifs précis, des dates précises, et puis avec la pression qui s'intensifie au fur et à mesure que la date se rapproche, et tout ça. Et là, il n'y a pas ça. On est complètement libre de ça. La question qu'on se pose, c'est effectivement quel sens ça a de mettre toute notre énergie à répéter un spectacle dont finalement le but ultime est quand même de rencontrer le public. L'avenir, en fait, on le construit comme s'il n'y avait pas de crise. Donc je ne sais pas si c'est un déni collectif de groupe, parce que c'est comme ça que ça se fait avec les tutelles, avec les institutions, et nous, en tant que compagnie, c'est-à-dire qu'on continue à imaginer l'avenir comme s'il n'y avait pas eu de pandémie. Quand même, c'est des symboles qui nous ont été proposés. Le fait de fermer les librairies, par exemple, de mettre sous blister, sous plastique comme ça dans les supermarchés tous les livres, d'interdire la vente de livres en direct, j'ai trouvé ça glaçant. Même si c'est, entre guillemets, inconscient, c'est un acte manqué qui est assez révélateur de ce que pense notre gouvernement de la culture. On partage une colère qui est en train de grandir, une colère qui vient du fait qu'on voit en fait une espèce de... Il y a quand même des choses, la vie continue, les commerces sont ouverts, les transports sont bondés. Je crois que l'essentiel, des fois, manque un peu. C'est-à-dire ce qu'on attend, peut-être des tutelles, c'est pas que de l'argent. C'est aussi comprendre ce qui se passe. Et puis, évidemment, l'argent, c'est important pour nous d'être payés, d'être là. Mais c'est pas que ça. Internet ne remplacera jamais la musique vivante. Je trouve que ça aplatit tout. Moi, la musique, pour moi, elle est soit vraiment dans des bonnes conditions sonores, en disque, à l'écoute, ou vivante. La joie. Je vais dormir par terre. La misère de cette crise, j'ai l'impression que c'est qu'elle va renforcer l'élitisme qui règne déjà dans les théâtres. Je crois qu'on s'évertue à créer un lien. On essaye de rompre un peu ces mécanismes sociaux. J'ai eu la chance de faire 2 concerts entre les 2 confinements. Il y avait une attente phénoménale, enfin, c'était palpable, vraiment. Il y avait quelque chose en plus. Mais ce qui est certain, c'est que quand on va pouvoir rouvrir, quand on va pouvoir se réunir à nouveau, inviter le public à partager l'art et la culture, on aura été marqué par cette aventure. Et on aura réinventé quelque chose de notre relation. Donc c'est à la fois terrifiant, c'est épuisant par avance, et en même temps c'est passionnant, parce que, encore une fois, ce que cette crise révèle, je crois, avec force, c'est la nécessité du théâtre, du spectacle vivant, de la danse. C'est la nécessité de ces moments de communion laïque et de partage. Je suis la misère et j'ai à vous parler. Je suis la misère et j'ai à vous parler. Alors on l'a vu dans le reportage, Gul le dit très bien, est-ce que le fait de ne pas avoir de date butoir a une influence sur la façon dont vous travaillez aujourd'hui ? Comme disait Eric tout à l'heure, on se projette quand même, on se dit que ça va s'arrêter un moment. Voilà, cette épidémie, on souhaite tous qu'elle ne dure pas jusqu'à la fin de nos jours. Donc vous gardez une réelle motivation, il n'y a pas de lassitude qui s'installe ? Non, mais de toute façon, la lassitude, si vous voulez, moi dans mon parcours, pendant des années, j'ai joué sans faire de concert tellement parce que j'en trouvais pas, parce que simplement ça n'intéressait personne. Donc si vous voulez, j'ai déjà vécu ça, le fait de répéter sans jouer. C'est pas dramatique, je suis encore vivant. C'est un peu un retour en arrière. Mais le retour vers le public, vous l'envisagez avec sérénité ou vous avez des inquiétudes, des doutes ? Non, j'ai pas d'inquiétude parce que le public est, en général bienveillant et intelligent. Il comprend bien. Je pense que si
Ça, c'est lié au trac. C'est vrai qu'avant, j'avais vachement peur d'aller devant le public, mais maintenant, je suis un peu plus habitué parce que je l'ai fait beaucoup et puis je me suis rendu compte que le public n'est pas là pour être sentencieux. Donc, c'est vrai moi, je vais remonter sur scène avec mon spectacle solo. Comme je disais tout à l'heure, je vais forcément tenir compte de ce qu'on vit en ce moment et intégrer des choses de ça dans mon retour sur scène. Et quand je vais retourner sur scène, et les gens vont aussi percevoir que c'est un moment particulier. On a eu énormément de messages de soutien, de gens d'ailleurs qui ont décidé spontanément de faire don de leur place pour que les artistes justement aussi être rémunérés. Il y a une forte attente. Le peu de reprises qu'on a pu avoir en septembre-octobre, on n'a aucun doute sur le retour du public. Alors est-ce que le fait qu'en ce moment ce soit interdit privé, est-ce que ça va déclencher une envie chez certains de dire tiens, ça rouvre, je vais aller voir? Le fait d'en être privé, oui, peut susciter à nouveau de l'envie. Peut-être que ça peut susciter un nouveau public, public pour de la découverte, pour des choses. Éric Bocquet, on vous remercie de votre visite. Merci. Je vous invite maintenant à regarder un reportage sur le 106 avec une illustration de la façon dont ce lieu a pu fonctionner pendant le confinement. Sur les quais de Seine de Rouen, la scène de musique actuelle du 106 s'est adaptée aux contraintes sanitaires en proposant des solutions aux artistes locaux. Ce qui nous est arrivé est totalement inédit. On n'a jamais connu une telle situation dans le domaine du spectacle et c'est tout à fait incroyable ce qui s'est produit. On a essayé de construire des propositions adaptées à la situation. Alors ces propositions, c'est la répétition en studio. On a aussi la possibilité de faire des répétitions sur scène. On a besoin de faire vivre des artistes, on a besoin de faire vivre des techniciens. Pour plein de gens, c'est un vrai manque dans leur vie. Le groupe Rouennais Mankins, installé depuis quelques années sur la scène internationale, profite d'une des salles de répétition mises à disposition par le 106. Pour nous, c'est assez important en fait, de pouvoir continuer à faire de la musique, même si les concerts n'existent plus. On a besoin d'écrire des morceaux, on a besoin de les répéter, de les travailler, donc c'est indispensable qu'un lieu comme ça reste ouvert. Ce qui existe vraiment dans notre pratique, c'est pas la répétition, tu vois, c'est les concerts, un rapport social qui est là et qui n'existe plus maintenant, donc c'est évident que c'est un truc qui me manque. Les live streams, les gens assis avec des masques et tout, c'est pas des vrais concerts. Être derrière un écran pour voir un concert, c'est vraiment très très différent que d'être dans une foule avec les gens qu'on aime et puis d'écouter, de ressentir quelque chose en se disant bon bah c'est ici et maintenant et ça n'arrivera plus et il fallait y être. Nous accueillons maintenant Fabien Jean, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de relations publiques au Centre dramatique national. Alors le CDN, c'est 3 lieux sur la métropole ? Oui, exactement. On a 3 lieux qui sont répartis sur 3 villes différentes. On a la chance d'avoir en plus des tailles de plateau et des jauges en salle assez différentes. Donc ça nous permet d'accueillir des tailles de spectacles et des types de spectacles assez différents et complémentaires. Alors on voyait dans un des reportages précédents que le collectif Chien Dent ressentait déjà une forme d'élitisme dans les publics qui vont au théâtre. Est-ce que vous croyez que cette forme d'élitisme risque de se renforcer par suite de la perte du contact avec un public moins averti ? C'est un débat qu'on a depuis des années, celui de l'élitisme. Plus ça va, plus on progresse là-dessus. C'est-à-dire que longtemps, on a pu considérer que le spectacle, c'était un divertissement de riches, parce que ça coûtait très cher, parce que c'était des choses parfois intelligentes, parfois dans la forme assez particulière. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a des efforts qui ont été faits sur toute la question justement de
des abonnements, des entrées, des prix en salle, etc. L'élitisme, c'est aussi la société, finalement, et on a les pratiques culturelles qu'on a connues, et nous, notre travail, c'est aussi d'aller à la rencontre des gens dès leur plus jeune âge, ou par les associations, etc. Donc on lutte déjà contre cette idée de l'élitisme en temps normal, et on ne va pas le faire moins après. Alors justement, puisque vous êtes privé de public, que fait un chargé de relations publiques dans cette période ? Il est frustré déjà, énormément. Et puis après, c'est assez étrange parce qu'avec le temps qui passe et avec les différents confinements, les confinements stricts, les confinements un peu plus légers, etc., on s'adapte un peu toujours. Déjà, nous, on ne réagit pas de la même façon à titre individuel. Et puis, au début, sur ce premier confinement, il y avait une sorte d'effervescence. On avait tous envie de tout réinventer, de trouver des moyens d'eux absolument. Là, il y avait une forme de lassitude un petit peu plus profonde sur le deuxième confinement, un peu plus d'abattement. Et du coup, forcément, le lien avec les gens a tendance à s'amenuiser petit à petit. Ça n'enlève rien au fait qu'on on a envie de continuer à voir les gens et qu'ils viennent nous voir et de les rencontrer, mais c'est un peu ce que disait Nadège du groupe Chiendan, c'est que là, on est en train d'envisager beaucoup les choses comme si la crise, elle allait plus exister d'un seul coup. Et je crois qu'on n'est pas encore tout à fait prêts tous à se dire que tout ça va prendre du temps et qu'il va falloir vraiment trouver des façons un peu différentes. Est-ce que ça va changer votre pratique professionnelle, ce confinement ? Est-ce que vous allez appliquer des démarches différentes d'avant, ou est-ce que vous allez reprendre dès la fin du confinement, tel qu'auparavant ? Moi, souvent, je dis que je suis payé pour parler aux gens. Et aujourd'hui, je suis payé pour rester chez moi et ne pas parler aux gens parce que je ne peux pas aller les rencontrer. C'est ça, finalement, le fond de mon action. C'est d'aller rencontrer les gens et d'aller leur parler. Et là, je ne peux pas le faire. L'idée, c'est de retrouver le sens du spectacle et de se dire que c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Ça participe du lien social et du vivre ensemble. Et c'est surtout le fait de vivre des émotions ensemble. Et ça, les émotions, il y en aura toujours, tant qu'il y a des artistes, en tout cas. Bien. Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous remercions beaucoup pour vos témoignages, pour nous avoir consacré aussi un peu de votre temps. En vous souhaitant à vous, comme précédemment Éric Boclet, beaucoup de courage pour la reprise, qui risque d'être une période de haute intensité. Et pour terminer sur une note positive, je vous propose maintenant d'écouter une production de Boule. Le live, c'est le live, c'est le live. Je suis un garçon doux et tendre, je ne me suis jamais battu. Tolérant, je peux tout entendre, les mots ronds et les mots pointus. J'ai gardé un pied dans l'enfance, toi tu veux me manipuler, profiter de mon innocence, à te faire enculer. Je suis né sous une bonne étoile, une étoile qui zozote un peu. Au creux de la main j'ai du poil, et dessus ma langue un cheveu. Petit patron autoritaire, tu jubiles de stipuler que je suis payé pour me taire. Va te faire enculer. La tendresse et la gentillesse sont de bien belles qualités. Malheureusement, il y a souvent un connard pour en profiter. Je prends ma retraite avant l'heure, inutile de gesticuler. Tu peux me traiter de branleur, va te faire enculer. Par un ours polaire.